Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une maladie qui a touché des millions de vies en Afrique. L'onchocercose, aussi connue sous le nom de cécité des rivières, c'est une maladie qui est transmise par de minuscules mouches noires qui vivent au bord des rivières. Alors, cette maladie peut provoquer des démangeaisons intenses, des lésions de la peau et dans les cas les plus graves, cette maladie peut rendre aveugle. Alors, en parlant aujourd'hui avec notre expert que nous recevons, c'est le docteur Marlan-Emile Mbolo. Il est directeur du programme national de lutte contre l'onchocercose en République du Congo. Nous allons donc découvrir comment une minuscule mouche peut bouleverser des vies et nous allons aussi découvrir comment, grâce aux efforts continus et au traitement de masse, l'onchocercose recule enfin dans plusieurs régions d'Afrique. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci d'être venu à notre invitation. Je vous en prie. Docteur Marlan, on entend souvent parler de cécité des rivières. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela veut vraiment dire? Est-ce que l'onchocercose, qu'on appelle cécité des rivières, c'est une maladie de certains pays, de certaines régions? Qu'est-ce que c'est vraiment que l'onchocercose ou la cécité des rivières? Merci madame. Permettez dans ce contexte de communication que je puisse vous dire que l'onchocercose, c'est une maladie de tout le monde. L'onchocercose est une vieille maladie, une maladie parasitaire qui peut aller jusqu'à endommager la vue, donc endommager les yeux et rendre la personne aveugle. Et c'est une maladie qui, à l'ancien temps, avait dépeuplé certains villages, en particulier dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, où les villages tout entiers se sont dépeuplés à cause de cette maladie, où les gens croyaient à autre chose, alors que c'était juste une minuscule mouche qui piquait les personnes et qui entretenait la transmission entre l'individu A et l'individu B. Et à la date d'aujourd'hui, c'est connu, c'était l'onchocercose. Eh bien, les mesures existent. D'accord, docteur Marlan, aujourd'hui, cette mouche et cette maladie, la transmission a quelque chose de fascinant. Comment une mouche noire minuscule peut changer une vie entière? Comment cette maladie se transmet? Et quels sont les signes qui doivent nous alerter, que ce soit au niveau de notre peau ou de nos yeux? Quels sont les signes qui devraient nous inquiéter aujourd'hui? Bon, comme vous avez su le dire, l'onchocercose est une maladie transmise par une minuscule mouche noire appelée scientifiquement au nom de simuli. C'est une mouche qui se développe près des rivières, notamment dans les zones où l'eau coule d'une manière rapide, où il y a vraiment des rapides. Ce sont des zones propices au développement de cette mouche. Et lorsque la mouche se développe, et à un moment donné, la mouche maintenant va chercher, notamment les femelles, vont chercher maintenant un repas. Et elles se nourrissent du repas sanguin. Donc, cette mouche va piquer les hommes pour chercher un repas sanguin. Et si cette mouche venait à piquer une personne qui héberge le parasite, dans le parasite qu'on appelle Onchocerca volvulus, et le parasite sécrète, donc produit des microfilaires, donc des petits parasites dans l'organisme. Et si jamais cette mouche noire venait à piquer cette personne qui a ces petits parasites sous la peau, et la mouche va prendre ces parasites, dont la mouche devient aussi infectée. Et au prochain repas de cette même mouche, donc si cette mouche venait à piquer une autre personne, eh bien cette personne aussi devient infectée. Voilà comment cette minuscule mouche joue un rôle capital dans la transmission de la maladie, donc prendre la maladie chez l'individu A pour l'emmener chez l'individu B. Vous savez, nous sommes dans le contexte d'une maladie à transmission vectorielle. Généralement, de fait, dans ce contexte, nous disons qu'il y a souvent 3 éléments qui sont réunis. Il y a l'homme, il y a l'insecte et le parasite. L'être humain, vous voulez dire? Voilà, l'être humain. Dans l'être humain, il y a le parasite et il y a l'insecte. Donc, il faudrait qu'il y ait ces 3 éléments dans une communauté pour qu'il y ait la transmission. Alors, quels sont les signes? Les signes de cette maladie, je dois le dire, d'abord, ça dépend d'abord de
de l'individu, du système immunitaire. Il y a d'autres qui résistent parfois. Mais au moins, le signe le plus récurrent, c'est un prurite. C'est des démangeaisons. Mais ce n'est pas aussi aussitôt, c'est à un stade donné de la maladie ou du développement du parasite dans l'organisme que la personne peut commencer à sentir des démangeaisons intenses, jusqu'à aller endommager la peau. Et ce que nous appelons dans notre langage onchocercien la peau de léopard ou peau de lézard. D'accord. Voilà. Donc, d'abord, c'est la peau qui va gratter beaucoup. C'est la peau que la personne va gratter beaucoup. Oui. Et si aucune mesure n'est prise jusqu'à ce moment-là, imaginez que quand la personne se met à gratter la peau, et la peau finit par s'endommager, et puis ça... Voilà. Et de manière générale, docteur Marlan, à quel endroit de la peau les démangeaisons apparaissent le plus? Est-ce qu'on se gratte au même endroit tout le temps, ou bien est-ce qu'on se gratte sur les bras, sur les jambes? À quel endroit de manière générale? Pas forcément un endroit spécifique du corps. On peut gratter de partout. D'accord. On peut gratter partout, mais le plus souvent, tu grattes au niveau des membres inférieurs. Oui, voilà. D'accord. Et comment savoir, lorsqu'on a des démangeaisons, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui donnent des démangeaisons, comment savoir que les démangeaisons particulières que je ressens aujourd'hui, par exemple, c'est lié à cette maladie particulière? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ça? Et bien sûr, outre les démangeaisons, à un stade donné de la maladie, la personne peut aussi constater comme des petites boules sous-cutanées. Donc, ce que nous appelons les kystes onchocerciens. Et ce sont des kystes un peu particuliers parce que quand vous les touchez, ça a tendance à glisser. Voilà. Et ça, quand il y a des démangeaisons, et vous avez aussi ces genres de boules dans ces kystes, en sous-cutané, ça doit vous interpeller. Et comme nous l'avons dit d'entrée de jeu, que c'est une maladie qui endommage aussi les yeux. Et lorsque vous avez commencé à constater un flou visuel, c'est aussi un signe précurseur de cette maladie. D'accord, docteur. Aujourd'hui, combien de pays sont affectés dans la région africaine? À notre connaissance, nous avons autour de 27 pays qui sont touchés par cette endémicité onchocercienne en Afrique. Donc, au nombre duquel on peut citer la République du Congo, voilà, la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Kenya, le Sénégal, le Mali, et puis la Centrafrique. Voilà, il y a beaucoup de pays, voilà. D'accord. Il y a aussi le Soudan. Voilà. D'accord. Et donc, par rapport au traitement, on parle d'une simple pilule qui peut avoir un impact immense. Parlez-nous de cette pilule. Alors, je dois d'abord dire, avant de parler exactement de ce médicament, un bon médicament d'ailleurs, appelé au nom du Mectizan. Vous savez que, comme je l'ai expliqué, à l'époque, il y a des villages qui sont dépeuplés à cause de cette maladie. D'autres accusaient même que c'était de la sorcellerie, nous sommes en Afrique, que c'est de la sorcellerie. Alors, je vais vous prendre un exemple, parce que nous sommes en République du Congo. À 60 km d'ici, nous avons un district qu'on appelle Boko. Alors, dans ce district de Boko, qui est hyper endémique à l'onchocercose, qui était hyper endémique à l'onchocercose, vous savez, à l'époque, alors, les papas ou les mamans, disons les parents, refusaient que leur fille ou leur fils puisse se marier avec les ressortissants de ce district de Boko. Le langage, c'était quoi? Non, mais si notre fille va marier quelqu'un de Boko, il finira par avoir un chauffeur. Oui. Et le chauffeur, c'est quoi? C'est parce que quand vous devenez aveugle, vous devrez avoir quelqu'un qui va vous conduire, non? Qui va vous montrer la route. C'est celui-là le chauffeur. Et donc, en ce moment-là, on interprétait ça comme si c'était quelque chose du village. Donc, vous voyez, jusqu'au niveau où la maladie est arrivée à diviser des familles. Alors, cette époque est passée. Et heureusement, avec l'arrivée du Mectizan, donc ce médicament, toute cette histoire-là, on n'en parle plus, c'est devenu au passé. Les gens ont compris que ce n'était pas les chauffeurs qu'on donnait
aux personnes qui partaient se marier là-bas, mais c'était plutôt une maladie qui était là, qui créait ce problème-là. Et donc, la solution a été trouvée avec ce produit qu'on appelle Mectizan. Alors, le Mectizan, c'est un produit qui a beaucoup de bénéfices. Le Mectizan agit sur les petits parasites. J'ai parlé ici de microfilaires. Donc, lorsque vous avez pris le Mectizan va tuer, va éliminer de manière significative les microfilaires que vous hébergez dans votre organisme. Et le Mectizan entraîne aussi réduit le niveau de fécondation des filaires adultes qui sont dans l'organisme. Donc, lorsque vous prenez le Mectizan, imaginez, vous savez, les filaires, c'est aussi une famille. Il y a une maman, il y a un papa qui est là et il y a les enfants. Et donc, les enfants, ce sont les microfilaires. Mais lorsque vous prenez le Mectizan, c'est bien que le Mectizan tue les enfants, mais le Mectizan agit aussi sur les parents, qui sont les filaires adultes. Et le Mectizan agit comment sur les parents? Eh bien, il fait de telle sorte que si la maman, je parle bien du filaire adulte femelle, si ce parasite devrait donner peut-être 1000 enfants ou 1000 microfilaires par an, eh bien, il n'en donnera plus 1000. Ça va diminuer. Et aussi, il a été démontré que ce médicament réduit l'espérance de vie des filaires adultes. Il a été démontré dans la littérature que les filaires adultes peuvent vivre jusqu'à 14, 15, parfois même 20 ans. Mais lorsque vous prenez régulièrement le Mectizan comme c'est recommandé, eh bien, ça réduit l'espérance de vie. Donc, ces filaires adultes, eux qui meurent à 15 ans, ils peuvent mourir peut-être même à 10 ans, à 8 ans, et vous êtes soulagé de la maladie. D'accord. Juste un suivi sur ce point-là, Dr Marlan. À partir de quel âge prend-on ce médicament? Est-ce que mon enfant de 4 ans peut prendre ce médicament, par exemple? Ensuite, quelqu'un peut nous écouter et vouloir protéger sa famille. Où est-ce qu'on peut se procurer ce médicament-là, de manière générale, selon votre connaissance? Et donc, comment on doit faire? Est-ce que toute la famille doit prendre pour que toute la communauté soit protégée? Pour ce médicament, dans les zones où il y a l'endémicité, c'est-à-dire dans les zones où il y a la transmission locale de la maladie, où il y a où vraiment la prévalence de la maladie est importante, nous donnons ce médicament en masse, en traitement de masse. Ça veut dire que tout le monde doit prendre le médicament, toutes les personnes éligibles doivent prendre ce médicament, mais à l'exception des enfants de moins de 5 ans. Là, je parle dans le contexte de chez nous, en République du Congo. Nous ne donnons pas en masse l'ivermectine ou le Mectizan aux enfants qui ont moins de 5 ans. Nous ne donnons pas aussi l'ivermectine aux femmes enceintes. Nous ne donnons pas aussi l'ivermectine à une femme qui venait à peine d'accoucher, dont l'enfant n'a pas encore dépassé 1 semaine. Et dans le contexte social que nous sommes, nous ne donnons pas aussi ce médicament aux personnes qui sont gravement malades le jour du traitement. Voilà. D'accord. Mais en dehors de ces catégories de personnes, eh bien, nous donnons le médicament à tout le monde et tout le monde est censé prendre ce médicament. D'accord. Et donc, combien de fois par an, quand vous dites régulièrement, que voulez-vous dire par là? Bon, après, là, on peut gérer le problème au cas par cas. Je sais que ces dernières années, j'ai lu des documents, des articles où il y a des régions ou des districts qui sont passés au traitement biannuel de l'ivermectine, mais 2 fois par an. Mais nous, au Congo, nous donnons l'ivermectine en traitement de masse 1 fois par an. 1 fois. Dans toutes les localités où la maladie est connue, méso ou hyper-endémique. J'ai pris ici l'exemple du district de Boko, qui se trouve à 60 km de là où nous sommes. Nous donnons le médicament 1 fois par an dans ces zones. D'accord. Donc, on conseillerait donc à ceux qui nous écoutent, qui sont inquiets par cette maladie, de se rapprocher de leurs professionnels de santé pour savoir d'abord s'ils sont dans une zone endémique.
ensuite pour avoir des conseils spécifiques sur la régularité du traitement, c'est ça? Oui, les personnes peuvent s'approcher des structures de santé pour savoir, mais je peux déjà confirmer, je prends tout le cas de la République du Congo, toutes les zones connues hyper ou méso-endémiques, et même les zones hypo-endémiques actuellement, sont connues. Donc, sont connus, les agents de santé qui travaillent au niveau périphérique savent qu'ils sont dans la zone endémique et ça fait plus de 20 ans que nous distribuons ce produit dans les zones, dans les populations qui y vivent sont censées savoir. Et j'imagine que c'est le cas de la population qui vit ici, dans le site de l'OMS Afro. Bien sûr, c'est ça. En fait, tous ceux qui nous écoutent, c'est de beaucoup de pays africains. Donc, je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui vont se poser des questions et qui ne sont pas au Congo, qui ne sont pas dans cette partie de l'Afrique. Et donc, pour ces gens-là, c'est bien qu'ils se rapprochent de leur professionnel de santé pour savoir quelle est la situation de leur pays et de leur zone particulière, en fait. Bien sûr, nous conseillons fortement que les populations se rapprochent auprès de l'agent de santé le plus proche pour savoir la zone où ils sont, est-ce que c'est la zone endémique, et que si les traitements de masse se réalisent dans leur zone, nous leur conseillons fortement de prendre ce médicament. D'accord. Docteur Marlan, aujourd'hui, quels sont les progrès concrets qui ont été réalisés ces dernières années dans la lutte contre l'onchocercose en Afrique? Il y a beaucoup de progrès. Déjà, je venais de prendre le cas des villages qui se dépeuplaient, qui aujourd'hui, la situation s'est améliorée. J'ai pris l'exemple du district de Boko. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée. Ça, c'est dans le contexte social. Mais dans le contexte épidémiologique, on doit dire qu'il y a des pays aujourd'hui qui ont significativement avancé vers l'élimination de cette maladie. Si j'ai une bonne mémoire, peut-être qu'il y a le Niger, je pense qu'on pourra me corriger, je crois qu'il y a le Niger qui a déjà éliminé cette maladie en Afrique. Il y a les pays comme les deux Congos, nous sommes sur le chemin. Oui. On espère qu'on arrivera à l'élimination. Mais il y a donc des progrès qui sont faits pour que cette maladie soit éliminée. Le cas de chez nous au Congo, nous avons réalisé quelques évaluations épidémiologiques qui ont montré qu'évidemment, le niveau de prévalence de la maladie a significativement baissé dans certaines zones. D'accord. Et aujourd'hui, quel a été le rôle de l'OMS? Comment l'OMS a contribué à ces progrès, Dr Marlan? Je dois le reconnaître, les efforts de l'OMS. Je pense que c'est l'occasion ici de dire un grand merci à toutes les personnes qui œuvrent sans relâche au niveau de l'OMS pour atteindre l'élimination de cette maladie. Nous leur disons un grand merci, nous les pays, parce que c'est grâce à l'OMS que les pays reçoivent gratuitement les cargaisons de mectisons chaque année. Je prends l'exemple du pays, comme la République du Congo, où nous recevons chaque année pas moins de 3 millions de comprimés. Ça, c'est encore le Congo. Imaginez les grands pays comme la République démocratique du Congo, les grands pays comme le Nigeria, combien de comprimés ils reçoivent. Et tout ça, je ne pense pas qu'à cette date, qu'il y a un pays qui achète le mectison pour le distribuer gratuitement en masse de la population. Ça se fait par le truchement de l'OMS. Je pense aujourd'hui, la colonne vertébrale dans la lutte contre l'onchocercose, c'est d'abord le mectison. Comme je l'ai toujours dit, on peut avoir l'argent, mais si on n'a pas le médicament, on ne pourra pas mener la lutte. Et aujourd'hui, le médicament, nous le recevons gratuitement par le truchement de l'OMS et c'est un grand merci. D'accord, merci à vous. Donc, c'était ça pour la séance d'aujourd'hui par rapport à la lutte contre l'onchocercose. Et donc, ce qu'il fallait retenir pour aujourd'hui, c'est une maladie longtemps redoutée, mais qui recule enfin grâce au traitement de masse, grâce à la mobilisation des communautés et au soutien constant des programmes de santé, des communautés et aussi des bailleurs. Donc, ensemble, nous avançons vers
un avenir où l'onchocercose ne sera plus une menace pour les générations à venir. Merci d'être resté avec nous.